La simulation OMC 2013, c'est aussi l'occasion pour de grandes figures politiques de débattre avec les participants. Cette année, c'est au tour de Joseph Facal, ancien ministre québécois, de proposer une conférence. Joseph Facal, qui était très attendu hier soir, et dans une ambiance théâtrale qui lui est propre, l'homme a tenu en haleine les étudiants pendant plus d'une heure. Et puis une séance de questions des participants a d'ailleurs suivi. Au programme, des thèmes chers à Joseph Facal, des thèmes très divers, en passant par les problèmes d'éducation au Québec, aux questions d'héritage transmis aux jeunes générations, tout y est passé. Et puis on n'oublie pas non plus les interrogations politiques sur la gauche et la droite actuelle, deux concepts qui n'ont plus de sens pour certains. Ce thème sera d'ailleurs questionné par un des étudiants à la fin du discours. Et puis sans transition, Joseph Facal s'est attardé aux coûts de formation dans les universités avant d'aborder les problèmes de choix d'auteurs à étudier dans les cursus scolaires, un problème qui a d'ailleurs pris une large place dans son discours. Et pour insister sur ce point, il a posé la question, je cite, « Pourquoi faire étudier à nos jeunes des auteurs que l'on aura oubliés dans 50 ans ?» D'autres thèmes plus philosophiques ont été abordés avec fougue et passion. Et pour terminer, nous retiendrons l'idéologie politique que Joseph Facal a définie en quelques points. Le rétablissement d'un héritage, le souci d'équilibre entre l'État et le marché, puis l'égalité des chances et enfin la responsabilité individuelle par exemple. Et je vous propose donc dès maintenant de découvrir la séance de questions des étudiants à Joseph Facal. La quête du plaisir instantané doit-elle prendre toute la place? Presque toute la place? Non. Non. Moi aussi, j'aime bien regarder une partie de foot de temps en temps. Mais j'essaie de ne pas oublier l'essentiel. Car il y a un essentiel. Il y a un essentiel. Tout ne se vaut pas. Oui, j'ai une question. Vous avez parlé qu'aujourd'hui, c'est difficile de trouver une alternative entre la droite et la gauche par rapport aux gens qui souhaitaient ne plus opposer la droite à la gauche. En Europe, on parle pas mal des mouvements du centre, ou alors d'union nationale, comme il y avait des unions nationales en temps de guerre militaire, union nationale en temps de guerre économique pour le coup. Qu'est-ce que vous pensez de ces mouvements qui sont soit pour le centre, soit pour dire stop, on ne passe plus la droite et la gauche, comme vous disiez, le pragmatisme? D'abord, il faudrait faire mille et une nuances. Hein? Je vous avais dit d'entrée de jeu que je n'avais pas le temps de rentrer dans toutes les nuances. Ce qu'on appelle la gauche, la droite, c'est un fourmillement de familles. À gauche, vous avez, des socialistes plutôt modérés, des altermondialistes, des écologistes, des gens qui n'ont pas non plus renoncé à la tentation révolutionnaire. Et à droite, même diversité. Vous avez des gens plutôt favorables à l'économie de marché. Vous avez des gens carrément libertariens. Vous avez aussi une droite nationale patriotique. Vous avez aussi des tenants d'une espèce de conservatisme culturel. Il y a un peu de tout là-dedans. Je n'ai pas le temps de faire une sociologie des sensibilités idéologiques de notre époque. Bon. Ce que je note, c'est la montée de ce que j'appellerais le décrochage citoyen. C'est-à-dire que les familles politiques traditionnelles captent une part de plus en plus réduite du vote total. Il y a de plus en plus de gens qui ne se reconnaissent pas dans les familles politiques traditionnelles. Par exemple, au Québec, Parti libéral et Parti québécois, ensemble, jusqu'à il y a peu, captaient 90% du suffrage exprimé. Aujourd'hui, ils ont de la peine à capter 60% du vote exprimé. Exprimé, car 3 ou 4 personnes sur 10 ne vont même plus voter. Il faut l'école buissonnière. Et donc, évidemment, il y a une masse de citoyens
disponibles qui ne se reconnaissent plus dans ces vérités révélées. Bon, évidemment, ensuite, comment capter cela? Il faut se méfier hein, de l'étiquette centriste. Des fois, l'étiquette centriste, on s'en sert précisément comme un label, précisément comme un branding, pour essayer de voler en dessous du radar. Et pragmatisme ne veut pas dire opportunisme. Ah non! Moi, j'ai parlé du pragmatisme pour ce qui est des moyens. Les fins sont toujours affaires de valeur. Et quand on doit hiérarchiser ici et là, égalité, liberté, il y a des choix éthiques fondamentaux à faire. Pour le reste, les gouvernements de coalition, d'unité nationale, les conditions de faisabilité de cela sont en partie liées aux règles du jeu propre à chaque système politique. Dans un régime parlementaire de type britannique comme le nôtre, ces coalitions sont par définition presque impossibles. Dans des systèmes avec des scrutins à la proportionnelle, type Israël, type Italie, il y a une incitation forte, inhérente, à tenter de créer ce type de coalition. Donc c'est difficile d'apporter une réponse générale à votre question. Je dois vous dire cependant que il y a 2 semaines, les élections italiennes m'ont vraiment ébranlé. Je le confesse. Quand j'étais en politique, quand j'étais ministre, et encore aujourd'hui, je tiens une chronique dans un quotidien ici, et je reçois donc des tas de commentaires de lecteurs qui me disent « Ah, Monsieur Facal, si seulement nous avions des hommes ou des femmes politiques qui nous disaient la vérité, qui ne nous prenaient pas pour des cons, qui nous donnaient leur juste. » Eh bien, on peut en penser ce qu'on veut, mais Mario Monti, un type austère, plutôt technocratique, visiblement pas un con, a dit à ses concitoyens « Ça va mal, voici pourquoi, voici ce que je propose, me suivez-vous ». Il a eu 10% du vote. Et il est arrivé 4e, derrière un ex-communiste recyclé, derrière Berlusconi, dont on ne compte plus les fraudes et dont on connaît le goût immodéré pour les jeunes femmes rémunérées. Et au 3e rang, un clown. Un clown. Est-il drôle? Je ne sais pas. Je ne le connais pas. J'ai eu un moment de profonde déprime. Je vous avais dit, hein, que je soulèverais des questions bien plus que je n'apporterais des réponses. Oui, mademoiselle. Que pensez-vous de l'éventuelle souveraineté du Québec? Au Québec, nous avons une belle expression empruntée au baseball américain pour qualifier ce genre de question. On dit « Elle vient du champ gauche ». Je ne la voyais pas venir. Mais je vous réponds quand même. C'est une idée à laquelle je reste profondément attaché. J'y ai cru depuis ma jeunesse. J'y crois encore. Je pense que ce serait une excellente chose. À partir du moment où l'on pose ce qui se discute, ce que certains nient, et à partir du moment où l'on pose que les Québécois sont une nation, et là je ne rentrerai pas dans les considérations sociologiques, anthropologiques, etc., à partir
partir du moment où on pose qu'ils sont une nation, la question devient, est-il préférable que cette nation ait le maximum d'outils que confère le statut souverain, étant entendu que nous vivons dans un monde aux interdépendances croissantes, bien entendu, ou est-il préférable pour cette nation de rester ce que j'appellerais une minorité de plus en plus minoritaire quand on regarde l'évolution démographique du Canada? Je ne sais trop quel auteur disait « La démographie explique les 2/3 de tout ». Et quand on regarde l'évolution démographique du Canada, ce que je constate, c'est ce que j'appellerais l'acadianisation de la question québécoise. C'est-à-dire que de plus en plus, la différence québécoise ne s'exprimera que sous un mode folklorique. Et les touristes viendront ici pour déguster pendant une petite fin de semaine cette petite tranche de saveur européenne en Amérique. Je voulais et veux encore que nous soyons autre chose qu'un exotisme. Maintenant, la question devient, va-t-elle se faire? À l'évidence, le temps joue contre elle. Je ne sais pas. J'espère. Ça va pas très bien. Maintenant, ces effets bénéfiques, maléfiques, ces retombées sont pourquoi, mademoiselle, j'ai écrit quelques milliers de pages là-dessus. J'avais une question relative à l'éducation. Là, je vous pousse à être grossier. Vous m'avez signifié tout à l'heure, je ne me permettrai pas. Mais je voulais savoir, pour moi, on va dire la relance à la fois économique, sociale, passerait par l'éducation. Quand je dis ça, j'ai un peu l'impression de dire, moi aussi, une évidence, mais visiblement, quand on écoute l'actualité dans les médias, ça semble pas être le premier aspect mis en avant quant aux solutions évoquées pour résoudre ces problèmes très étroitement reliés. Je voulais savoir, selon votre idéologie, quels seraient les grands axes sur les grands thèmes de l'éducation sur lesquels il faudrait travailler prioritairement pour justement accéder à cette relance et sortir, ou plutôt du moins tenter de sortir de toutes ces crises entremêlées. Et d'abord, répondre à cette question si vous partagez ce point de vue. Il est impossible de bien répondre à cette question très profonde en peu de temps. Donc, j'accepte d'entrée de jeu de mal y répondre, mais d'y répondre quand même. Pour aller à l'essentiel, le monde de l'éducation, c'est évidemment moins vrai au niveau universitaire. C'est moins vrai dans les sciences humaines et sociales. Mais disons, si on regarde nos systèmes d'éducation tels qu'ils sont conçus à partir de l'école primaire et disons au Québec jusqu'au cégep, en France jusqu'au lycée, je vous dirais que, en tout cas à partir de l'expérience québécoise, ce que je vois, c'est que la conception utilitariste de l'éducation a pris toute la place, ou presque. L'éducation, c'est plusieurs choses. Bien sûr, c'est nous outiller pour le marché du travail. Je ne nie pas la dimension utilitariste. Mais il y a aussi une dimension universaliste qui est de former un citoyen pas trop con.
Et je pense que la dimension utilitariste a pris pratiquement toute la place. Autrement dit, donner aux jeunes les rudiments et les cartes de compétences que le marché du travail exige pour faire de lui un petit rouage prêt à produire. Sentez-vous mon immense réserve? Par ailleurs, un peu partout, s'est imposée l'idée de l'éducation comme instrument de promotion sociale et d'égalité des chances. J'en suis. Mais on parlait tout à l'heure des fins et des moyens. Comment s'y est-on pris? Comment s'y prend-on? Analysez la rhétorique du ministère québécois de l'Éducation. Son mantra, ce qui revient continuellement, c'est le taux de diplomation. Autrement dit, la quantité de diplômes qu'on distribue. Le contenu des diplômes, la qualité des diplômes est un sujet tabou. L'important, c'est combien de gens ont des diplômes. Devinez comment on fait pour multiplier le nombre de diplômés. Ben voilà, on abaisse les exigences. Autre dimension. On a souvent l'impression que les bureaucraties éducatives ont été prises en otage. Par des gens pour qui la différence fait peur. Qu'il y ait des élèves plus forts et des élèves plus faibles les dérange profondément. Il faut bannir l'échec, car cela pourrait traumatiser ce petit chéri, nuire à l'estime de soi de cet enfant roi. Comment évidemment on fait pour bannir l'échec? Eh bien, on a enlevé les moyennes de classe. D'un coup que votre pauvre petit chéri serait en dessous de la moyenne. On a éliminé le redoublement. Il n'y avait pas de redoublement. Vous passiez automatiquement à l'année suivante. Ben, le résultat, on l'a en bout de course. C'est qu'on voit arriver au cégep, au lycée, des étudiants qui ne savent pas accorder un participe passé, ni résoudre une équation d'algèbre élémentaire. On l'a vu comme un élitisme fascisant. Le fait qu'il y ait des classes fortes, des classes régulières, des classes faibles, et on a imposé tous azimuts ce que le jargon de la nomenclatura québécoise appelle l'intégration des élèves en difficulté dans les classes régulières. Et au lieu de faire cela sur la base d'un projet pilote ici et là, on l'a systématisé, avec des résultats assez désolants, merci. Vous avez quelques élèves qui n'arrivent pas à suivre, qui dérangent tout le monde et qui gagneraient à être plus étroitement supervisés par des services spécialisés de dépistage des difficultés précoces. Enfin bref, je serais intarissable sur le sujet. Si vous me demandez, maintenant que ma souveraineté ne semble pas se rapprocher, qu'est-ce que je prioriserais ici de la manière la plus urgente? Ben, l'éducation nationale. Je crois que tout part de là. Et puis, vous savez, c'est probablement moins le cas en Europe. Mais ici, au Québec, évidemment, ça s'explique par le long passé d'infériorité, de soumission, de résignation des francophones du Québec qui reviennent de loin. C'est imposé l'idée que le vrai succès, la réussite,
la vie bien vécue passe par l'université. Et donc, évidemment, au Québec, on a complètement déconsidéré, dévalorisé les métiers. Les métiers. Alors, l'électricien, le plombier, le mécanicien, c'est un citoyen de seconde zone. Tout le monde doit aller à l'université ici. Alors, évidemment, si vous abaissez tous les critères de sélection, ben, ça donne ce que ça donne. L'université doit-elle absolument être une gare des pas perdus? Je ne pense pas. Ben, en fait, j'ai vu ça rapidement sur mon fil de nouvelles parce qu'on était dans une simulation, mais j'ai vu que vous avez écrit, je crois, aujourd'hui sur Paul Rose, puis on voyait peut-être ça un peu avec Charest, c'est dès que quelqu'un décède, il y a plusieurs personnes qui ne savent pas quoi en penser, d'autres vont le prendre en exemple, en héros national, où il a sauvé, puis d'autres disent, ah non, ici, puis on dirait qu'on voit encore une fois moins de nuances de gris. Certains pensent qu'il y en a 50, mais bon, ça c'est de la littérature un peu wack, mais justement, quand... Peut-être parce qu'on a moins appris ça à l'école, ou en tout cas, moi, j'avais fait le plus, à part une blague d'Argo avec des boîtes aux lettres qui sautaient. Tu sais, ça reste pas du folklore, mais on a moins ces nuances-là. Puis là, dès que quelqu'un décède ou quelque chose arrive là, ça, on voit quelques chroniques dans les journaux rapidement, puis on ne sait pas quoi en penser, puis on ne va pas plus loin, puis juste, est-ce que la personne doit avoir des funérailles nationales? Non, puis on s'ostine encore là-dessus à ce sujet, savoir quoi penser, ou... Votre question pose deux volets. La rapidité du commentaire et le contenu du commentaire. Alors, vous avez raison. Aujourd'hui, avec les nouveaux médias, les chaînes d'information continue, l'instantanéité, il faut nourrir la réalité. Et donc, sitôt qu'une personne un peu connue décède, il y a de la demande pour de l'encre, de la copie à son sujet. Et moi, je suis un peu là-dedans. Bon. Effectivement, il est jusqu'à un certain point normal que lorsque quelqu'un connu, enfin, moins connu maintenant, mais plus connu à une certaine époque, passe l'arme à gauche, on souligne un peu son décès. Le contenu de mon commentaire que j'ai publié ce matin, oui, il y a eu un certain écho, était plus précisément en réaction au fait qu'un député à l'Assemblée nationale avait proposé que l'on dépose et adopte une motion pour honorer sa mémoire. Et c'est là, évidemment, que j'ai dit, je ne suis plus. Je ne suis plus. Cet homme a été condamné pour un assassinat. Dans des circonstances nébuleuses, j'en conviens, il a purgé sa peine. Le reste de sa vie a été sans reproche. Mais voir en lui une sorte de héros du mouvement souverainiste québécois, pour moi, en tout cas, dépasse l'entendement. Et donc, j'ai dit que la meilleure manière de traiter ce décès était par un rappel des faits de l'époque et pour le silence. Pas s'acharner dessus, mais lui rendre hommage. Non, non. Il était une sorte de desperado, comme il y en a eu à la fin des années 60 et au début des années 70. Et s'il a pu être pour certains une sorte de figure romantique, il n'y a rien dans la société québécoise qui justifiait le recours à la violence politique. On n'est pas ici dans une situation de décolonisation. On n'était pas ici dans l'Afrique du Sud de l'apartheid. Poser des bombes au Québec.
courage, c'est de pousser vraiment le bouchon un peu loin. J'apprends que le député à l'origine de cette idée saugrenue vient d'annoncer qu'il reconsidérait et qu'il n'irait pas de l'avant. Fort bien, le bon sens a prévalu. Quelqu'un a dû lui parler. Vous avez parlé de perte de confiance dans les systèmes et dans les institutions politiques, de scepticisme. Vous avez même mentionné un peu des nouvelles technologies aussi qui ressortent, et puis le monde qui devient de plus en plus instantané. Étant donné tout cela, est-ce que c'est possible de dépasser la démocratie représentative et de passer vers une démocratie directe, au moins dans certains pays, voire le Canada? Oui et non. Je crois que la démocratie représentative restera centrale. Tout simplement parce que sur des grandes questions structurantes et essentielles, sur les décisions d'allocation de dizaines et de dizaines de milliards, on ne peut pas à chaque fois fonctionner par vox pop et sondage instantané. Forcément, la taille et la complexité de nos systèmes de gouvernance sont telles qu'il faudra confier à quelqu'un le pouvoir de décider à notre place. L'important, évidemment, c'est des mécanismes d'imputabilité, de transparence et de reddition de comptes appropriés, complètement à revoir. Cela dit, j'admets que la démocratie représentative ne retrouvera jamais la place centrale qui était la sienne jadis. Et puis, vous savez, nos hommes politiques sont en partie à blâmer pour cela. Je rencontre fréquemment des députés qui me disent « Ah, au Parlement, on ne discute plus des grands enjeux de société. On débat de petits trucs. » Et je leur dis « Ah ouais, d'accord. Mais à chaque fois qu'il y a une question épineuse, au lieu de la débattre, vous avez peur de la chaleur politique et donc vous la confiez à un comité d'experts hors Parlement qui fera rapport dans quelques mois. Ou alors vous vous adressez aux tribunaux en disant aux juges « Éclairez-nous là-dessus ». Vous fuyez vous-même la controverse. Et après, vous vous étonnez de ne plus être le lieu vers lequel les regards se tournent. Ah. Je pourrais multiplier les exemples. Réchauffement climatique, OGM, manipulation génétique, mariage gay, sur toutes les questions un peu délicates, euthanasie, etc. Accommodement raisonnable. Vous savez ce que c'est au Québec, la question de la gestion de la place du religieux dans l'espace public? Ben, nos hommes politiques ont peur de toucher à ces questions. Alors ils demandent des intellectuels de se promener, d'écouter, d'étudier et de faire rapport. Et après, évidemment, ils s'étonnent qu'on ne voit plus en eux des acteurs centraux. Voilà. Alors bon, démocratie plus participative, oui. Au moyen des nouvelles technologies, absolument. Mais probablement plus à échelle locale. Je vois assez mal comment les grands enjeux nationaux pourraient être tranchés par des démocraties directes type agora grecque ou par une espèce de cyber-démocratie. Sur le mode de la consultation, peut-être. Sur le mode de la décision exécutive, ça m'apparaît difficile. Je verrais de bon œil l'introduction au Québec et au Canada de ces référendums d'initiative populaire où, quand un pourcentage X de citoyens veut être consulté sur une question, on tient un référendum national. Je ne suis pas contre cela. Évidemment, il faut que l'exercice soit bien balisé. J'ai des amis en Suisse qui me disent « on vote tellement souvent que l'exercice a perdu son caractère solennel ». Même chose en Californie. Bon, mais en soi, l'idée serait probablement ici un progrès
mais dont il ne faut pas attendre des miracles. Je m'explique. Beaucoup de nos concitoyens pensent que la crise du politique se réglera par un changement des règles. Non, il n'y a pas de changement des règles institutionnelles qui va par magie revitaliser le politique, puisque ce cynisme, je l'entends, je le vois et je le sens dans des sociétés qui ont d'autres règles de fonctionnement. Donc le problème est plus profond. Mais oui, il me semble qu'il y a des avenues intéressantes à regarder de ce côté-là, bien sûr. De toute façon, écoutez, prenez le cas du Québec. Nous avons maintenant un gouvernement minoritaire, donc faible, pratiquement impotent, qui n'a pas les moyens de faire adopter grand-chose par le Parlement. Et si des élections avaient lieu demain, elles reconduiraient un autre gouvernement minoritaire. Donc, face à ce blocage institutionnel, peut-on tenter d'avancer quelques idées neuves? Oui, oui, je crois que oui. Oui. Pour faire écho justement à cette dernière remarque, est-ce que vous pensez que le système parlementaire actuel est toujours adapté à la réalité québécoise dans un premier temps et canadienne dans un second temps? Je vous dirais, oh là là, je vous dirais faute de mieux. Je m'explique. Pour aller à l'essentiel, le système parlementaire québécois remonte à 1792. Il ne nous a pas trop mal servi. En ce sens que si le Québec a indéniablement des problèmes nombreux et profonds, je ne vois aucun problème dont la cause première est notre système parlementaire. Il est problématique, il est défectueux, mais fait-il partie de nos 3 premières priorités à attaquer de toute urgence? Je ne crois pas. Même chose pour le parlementarisme canadien. Par ailleurs, je me méfie de ce que j'appellerais la réingénierie sociale. C'est-à-dire, cette idée que nos sociétés seraient comme des laboratoires, avec des éprouvettes, et que l'on peut comme ça, intellectuellement, concevoir dans nos têtes une solution et l'appliquer. Un instant. Les systèmes sociaux que nous nous sommes donnés ont pris des centaines d'années à se mettre en place et sont, au moins jusqu'à un certain point, le reflet de nos mœurs, de nos valeurs, de notre histoire, de nos traditions, et donc importer et greffer un système calqué de l'extérieur, la greffe risquerait d'être rejetée par le patient. Ça ne veut pas dire de fétichiser le statu quo et de dire quel merveilleux système nous avons. Pendant des années, j'ai été contre le scrutin proportionnel au Québec et au Canada. J'ai changé d'avis. Je crois qu'il y a une sorte de cassure dans la mécanique actuelle. En plus, évidemment, d'être très injuste pour les petites voix marginales qui ont droit, je pense, à une représentation parlementaire. Je verrais bien plus de couleurs politiques au Parlement. Et évidemment, cela imposerait ou ouvrirait davantage la porte à des gouvernements de coalition. Le problème est qu'en ce moment, nous avons une situation qui, objectivement, appellerait la coalition, mais des mentalités qui sont encore celles du parti unique détenant le monopole du pouvoir. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous avez vraiment parlé des raccordements raisonnables et qu'est-ce que vous en pensez de ça avec le multiculturalisme? Il faudrait définir les termes. Il faudrait définir les termes.
Qu'est-ce que le multiculturalisme? Le multiculturalisme canadien n'est pas la même chose que le multiculturalisme hollandais. Il est similaire au britannique. Il y a le multiculturalisme au sens purement sociologique, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles les gens viennent de pays plus nombreux qu'avant. Mais au Canada, quand on parle de multiculturalisme, on parle non pas d'une réalité sociologique, on parle d'un édifice juridico-politique. C'est-à-dire qu'au Canada, le multiculturalisme est la philosophie qui légitime ou prétend légitimer les lois et les jugements des tribunaux. Et au fond, qu'est-ce que le multiculturalisme à la canadienne? C'est une sorte de relativisme qui pose que toutes les cultures étant également valables, on ne saurait poser la culture de la majorité d'accueil comme le tronc central auquel les nouveaux venus sont priés de s'intégrer. On peut en discuter jusqu'à demain matin. Mais si vous ne posez pas qu'il y a ce que j'appellerais un creuset, un tronc de valeurs communes, alors on s'intègre à quoi? Au fond, on ne s'intègre pas. On reste replié sur nos différences originales et vous avez une multiplication de petits quartiers ethniques. Et après, on s'étonne d'un relâchement des solidarités de base. On a couru après le problème, comme on dit. Après, vous avez évidemment la majorité historique, ancestrale, qu'on ne peut pas entièrement blâmer de se demander, suis-je encore chez moi? Alors, c'est pas simple, cette question. Le Québec a essayé, essaye encore, difficilement, de trouver une sorte de voie mitoyenne entre la laïcité républicaine à la française et le multiculturalisme à la canadienne. On appelle ça l'interculturalisme à la québécoise, c'est-à-dire respect des différences, mais dans l'acceptation d'un socle de valeurs communes, parmi lesquelles la langue française, d'où la loi 101, etc., etc. Question, est-ce qu'en matière d'intégration des immigrants, il est possible pour une province d'avoir un modèle distinct à l'intérieur d'un Canada? Ben, la Cour suprême canadienne pourra toujours accueillir les doléances de ceux qui disent « Le législateur québécois m'impose des contraintes qui sont des atteintes à ma liberté individuelle. » Car vous le savez, la Charte canadienne des droits et libertés, bon, je ne refais pas le cours, là. Vous avez parlé des mouvements sociaux, vous avez un peu critiqué leurs participants à une certaine mesure qui se contradisaient sur certaines questions. Je veux savoir si vous y voyez quand même une lueur d'espoir quant à l'engagement citoyen ou si c'est simplement un phénomène éphémère. Vous faites référence au printemps érable? Par exemple. D'accord. Ben, écoutez, sur le fond de la question, j'étais et je suis encore partisan d'une hausse raisonnable et modérée des droits de scolarité. Donc, évidemment, à partir du moment où des gens revendiquaient le gel, j'étais contre. À partir du moment où ils se sont mis à revendiquer la gratuité, qui n'en est pas une, puisque la gratuité, c'est de demander aux contribuables de ramasser 100% de la note, j'étais encore plus contre. Mais je n'en suis pas sur la thématique. Que des jeunes, que l'on disait cyniques, apathiques, je m'en foutiste, égoïstes, complètement alpodisés, trouvent une cause qui les allumait suffisamment pour
qu'ils aillent dans la rue dire « j'existe et je veux qu'on m'écoute », là oui, il y a clairement un potentiel intéressant. Évidemment, si à 40 ou à 60 ans, on pense encore la même chose qu'à 20 ans, là, il y a peut-être un problème. Mais si de cet activisme reste l'idée qu'il y a plus que ma petite personne et que je peux faire cause commune avec des camarades sur autre chose, ça c'est formidable. Ça c'est formidable. J'accepte que quelqu'un ne pense pas comme moi. Je veux qu'il pense quelque chose. Ces jeunes pensaient quelque chose. Bravo. Bravo. J'aurais deux questions à vous poser. Donc, tout à l'heure, vous avez dénoncé la quête de productivité. Ne pensez-vous pas justement que la quête de productivité est la seule solution à la conjonction à la fois de la limitation des ressources et d'une population mondiale croissante? Et j'aurais une deuxième question à vous poser par rapport aux autochtones. Donc, il y a eu un transfert de propriété à la Gaspésie. Donc, la communauté de la Gaspésie a le droit de refuser, par exemple, à Petrolia d'exploiter ses terres, alors que les gouvernements peuvent exploiter les terres des autochtones sans forcément le consentement de la communauté. Et j'aimerais savoir ce que vous pensez sur cette question. La question autochtone est d'une infinie complexité et je ne prétends pas en être un expert. D'abord, il faut savoir qu'au Québec, vous avez des nations reconnues et des groupes non reconnus légalement, mais à l'évidence autochtones aussi. Au dernier des comptes, je crois qu'il y avait 11 nations reconnues. Elles ont des revendications différentes, vivent des réalités territoriales complètement différentes. Certaines d'entre elles sont littéralement en banlieue de Montréal, dans des régions totalement urbanisées. D'autres vivent très, très loin. Donc, évidemment, c'est un panorama trop diversifié. Je ne connais pas les détails du cas gaspésien. Ils ont aussi plusieurs types de revendications. Et ces différentes revendications ne sont pas toutes au même degré d'avancement. Pour certaines d'entre elles, on leur a reconnu des droits. Ils ont enregistré des gains devant les tribunaux. D'autres disent, mais nous avons un traité, le voici. Nous n'avons jamais renoncé à rien. D'autres se font dire, mais vous êtes des nomades, vous êtes ici depuis relativement peu de temps. Donc c'est une situation finalement tellement diversifiée que je ne m'aventurerai pas à un jugement catégorique sur la problématique autochtone. Si ce n'est que le Canada est un pays qui aime bien faire la morale au monde entier. S'il y a un domaine où le Canada et le Québec devraient, comme on dit ici, se garder une petite gêne et avoir une certaine humilité, elle est relative à notre traitement de cette question-là. Je n'en suis pas très fier. Votre première question, c'était... concernant la productivité. Ah oui. Je n'ai pas mis en cause la productivité. J'ai dit qu'on entendait de plus en plus de voix crédibles, sérieuses, mettre en question cette quête effrénée. Écoutez, ici même à HEC Montréal, dans cet antre du capitalisme québécois, j'ai des collègues, profs, des amis que je respecte, qui travaillent et développent l'idéologie décroissantiste. C'est-à-dire qui disent, il va falloir s'habituer à moins, vivre un peu plus modestement. Ils enseignent à HEC Montréal. Vous vous rendez compte? Ils ne sont pas dans un département de philo, ils sont à HEC Montréal, ils enseignent la gestion et disent à ces étudiants qui rêvent
d'aboutir à Wall Street. Eh oh, la planète ne peut pas continuer comme ça. Vous devriez voir leurs yeux. C'est un questionnement qu'on n'entendait pas dans ces murs il y a 5 ans. Donc quelque chose change. Et j'avoue qu'ils disent des choses qui interpellent. Bon. De notre côté, tant aussi longtemps que nous serons attachés à un mode de vie aussi matérialiste, aussi consumériste, ben la conséquence de cela est la quête de la productivité. Ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Si vous voulez la grosse bagnole, la grosse maison, les cartes de crédit, la piscine, les vacances à l'étranger, la totale, ben, forcément, il faut que la machine carbure. Si on apprend à vivre avec moins, la donne change, évidemment. La donne change. Mais ça, c'est vous qui allez être confronté à ça. Moi, je suis en phase de... Je vous lègue tous ces problèmes. Je suis désolé. Oui. Pour revenir sur les aspects multiethniques, Ouais. ça veut dire quoi intégrer un immigrant au Québec? Ah. Il n'y a pas consensus sur cette question. Au Québec, certains disent intégrer un immigrant, c'est qu'il se trouve un travail et paie ses impôts. Point de ligne. Aucune contrainte linguistique, aucun référent culturel attendu de lui. D'autres disent non, l'intégration c'est plus qu'être simplement un payeur d'impôts. L'intégration c'est l'adhésion à l'idée qu'il y a ici une communauté qui a lutté contre vents et marées pendant 400 ans dans un contexte géopolitique de grande hostilité pour continuer à vivre dans sa langue. Est-ce trop demandé qu'il respecte cela et s'y conforme? Et fréquemment, d'ailleurs, vous verrez, les partisans de ce point de vue dont je suis renversent et disent et si moi j'émigre dans le pays X ou dans le pays Y, ne va-t-il pas de soi que j'apprendrai la langue de la majorité? Mais là, évidemment, le débat se complexifie. Car certains des tenants du multiculturalisme ou de la complète liberté de choix linguistique vont dire, un instant, minorité ou majorité? Qui est qui ici? Et là, vous avez les deux référents qui s'affrontent. C'est-à-dire que les francophones du Québec disent « Hey, on est une majorité au Québec. Vous avez choisi le Québec, donc prenez la langue de la majorité. » Et d'autres répondent « Le Québec est dans le Canada. Au Canada, la majorité n'est pas française. » Les francophones, en quoi sont-ils différents des autres minorités ethniques du Canada? Donc, pourquoi auraient-ils droit à un statut législatif particulier? Donc, c'est, au fond, la question nationale qui nous rattrape à chaque fois qu'on pense qu'on l'a évacuée. Alors, quand on prononce le mot « nous » au Québec, ce « nous » inclut qui? Il y a eu quelques rayons de bibliothèque écrits sur la question. Oui? Une question, je crois personnellement profondément en la politique. Je pense que c'est ça qui peut toujours faire avancer nos sociétés. Et je regrette aujourd'hui le manque de confiance qu'on a dans les politiques, vraiment le refus des politiques, vous en parliez tout à l'heure. Il me semble que vous parliez le message de réalité que vous pouvez faire passer à un politique qui parfois peut manquer aujourd'hui. Mais en même temps, moi je suis persuadé que c'était un véritable problème dans les politiques. Mais en même temps, quand on le voit avec les élections, que ce soit en Italie dernièrement, ou même l'élection, mais pour le coup, celle de la France, donc l'élection qu'il y a eu en 2012 en France, qui a tourné
totalement sur l'illusion qui a refusé de parler de la situation de crise économique. Mais quelles sont les solutions? Parce que je pense que le politique existera toujours, même si la société civile qui prend de plus en plus de place. Comment vous pouvez voir, vous qui êtes un ancien politique, mais comment faire évoluer et redonner confiance dans les citoyens, dans leur politique qui doivent les représenter? Ça, faire campagne à gauche et gouverner ensuite à droite, c'est un film qu'on a déjà vu. Quoi faire? L'attitude de retrait, l'attitude de « tous pourris, je reste à la maison » ne mène à rien. Ne mène à rien. Par définition, il n'y a pas vacance du pouvoir. Jamais. Et si donc on se retire, qui pensez-vous va aller prendre le siège? Les corsaires, les flibustiers, les aventuriers, les Berlusconi. Donc, le rejet, le tous pourri, le je veux rien savoir, ne mène à rien. Il ne faut pas rejeter la politique. Il faut exiger de la bonne politique. Comment? Mais en étant présent, en vous faisant entendre, en donnant des coups de pied au cul à ceux qui le méritent, en y allant vous-même. En y allant vous-même. Évidemment, vous enregistrerez des victoires et des défaites, et des joies et des déceptions. La politique, c'est un concentré de vie, hein? Le théâtre des passions humaines. Ouais, allez-y, c'est formidable. Moi, je ne parle pas de moi aujourd'hui, on s'en fiche. Mais je pense que je crois réellement dans la politique. Mais on le voit aujourd'hui, on a l'impression que les hommes politiques qui disent la réalité n'arrivent plus à accéder au pouvoir. Et c'est ceux qui donnent, qui parlent, qui ont des discours totalement utopiques, qui arrivent au pouvoir. Et c'est vraiment là, on se dit, mais est-ce que c'est pas un problème de société? Et comment, est-ce que ce problème de société n'est pas dû à l'éducation, pour le coup, au fond? Dans l'immédiat, à court terme, je n'ai pas de réponse à votre question. Je constate, comme vous, que l'homme ou la femme politique qui ouvre les comptes publics et dit à ses concitoyens, désolé, 2 et 2, ça ne fait pas 5. Il y a des choix à faire. Celui-là, il ne gagne jamais. À moyen et long terme, peut-être que par l'éducation, on peut amener une meilleure compréhension d'enjeux infiniment complexes. Peut-être. Il y a un autre scénario un peu plus triste, qui est celui de se dire peut-être que les grands mouvements ne sont possibles que dans les temps de crise. Peut-être que c'est quand les peuples sont au bord du précipice qu'ils n'ont pas le choix. Un des pères de l'Union européenne, Jean Monnet, disait, je cite à peu près, « Les hommes n'acceptent le changement que par nécessité. Et il n'y a nécessité que lorsqu'il y a crise. » Quand on pense que tout va bien, qu'on pourra toujours emprunter, qu'un peu de dette qu'on vous refilera, c'est pas si grave, c'est difficile de mobiliser les gens. Et même quand on a d'extraordinaires talents, comme l'homme à qui vous faisiez référence au début, on voit que ça ne dure pas trop longtemps. Hein? Ça ne dure pas trop longtemps. Et même Barack Obama, il est embourbé dans ces guerres qui ne sont pas les siennes, avec un congrès qui lui dit non sur tout. Et lui aussi, il est pris dans le même blocage institutionnel. Et, pour achever de vous donner mon état d'esprit, si je reviens un peu au Québec et que je regarde l'immensité de nos défis, j'avoue qu'une question me turlupine ces temps-ci, qui est la suivante. Une société qui n'a pas été capable, pour le moment, de régler une question, somme toute, petite et circonscrite, comme combien doit payer un étudiant à l'université.
je n'ai pas capable de régler cette question, comment va-t-on confronter des questions autrement plus compliquées, comme le financement de la santé? Mais regardez les perspectives démographiques. Regardez les mobilisations que suscite la remontée de l'âge de la retraite de 1 an ou 2. Tous les groupes organisés descendent pour dire « pas moi, les autres ». Tout le monde se dit évidemment solidaire. Mais pour les autres, pour les autres. Alors, il ne sera pas simple, votre monde. Il ne sera pas simple. Il ne sera pas simple. Excusez-moi, je m'en veux d'interrompre ce moment pardon. délicieux. J'entendais une voix, mais... Je ne sais pas si c'est pas la bonne raison, mais je suis désolée, on a des petites contraintes horaires imposées par la logistique HEC. Et bien que cet échange soit fructueux et très intéressant, on va être obligé de descendre au Salon L'Oréal pour le souper. Voilà. Nous remercie très sincèrement Monsieur Facal pour cette conférence et d'avoir pris le temps aussi d'échanger avec nous. Qui vont vous amener au Salon L'Oréal, voilà, commis d'office. Donc merci à tous et